aujourd'hui. Désolé, hein, veuillez me pardonner, hein, légende, monsieur. Non, c'est pas grave. Tous ceux qui sont sur le panel. 4 points, mais c'est pas grave. Allez. Voilà. Donc, si vous le permettez, elle est notre invitée aujourd'hui et nous allons essayer d'échanger avec elle sur différents sujets et on va juste vous demander de patienter un moment. Nous avons prévu 2 heures d'échange à partir de 13 heures. Donc, nous reprendrons tout le monde après pour pouvoir continuer cet échange sur le sujet que nous avons mis en place ce matin. Merci beaucoup à tous. Donc on reprend tout de suite. Voilà. Merci Djitrien. Voilà. Comme je vous le disais en introduction, que voilà, ça va être une surprise aujourd'hui. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous n'avons pas fait de publicité, d'affiche pour annoncer voilà, cette invitation de Madame la députée Adjamagbo Johnson. Donc du coup, je vous demande de partager le live massivement. C'est maintenant qu'il faudrait encore partager plus pour atteindre plein de Togolais. Voilà, partager et puisqu'on puisse commencer cet entretien à 13h pile. Voilà, je rappelle que nous avons décidé d'aborder certains sujets comme le parcours personnel de Madame la députée. Et ensuite, on va parler des élections municipales. On a quelques questions à lui poser. On va aborder la question de la dette de l'État togolais, le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget exercice 2022, le rapport de l'ITUE 2022, le rapport de la Fondation Konara Donaya, voilà, qui est sorti en 2025 récemment, et la question de la corruption au Togo. Donc voilà, on aimerait bien avoir la position, l'avis de Madame la députée sur tous ces sujets. Donc voilà, les raisons pour lesquelles on lui a adressé cette invitation sur ce panel aujourd'hui. Donc Madame la députée, bonjour. Bonjour. Votre micro est fermé, s'il vous plaît. Votre micro est fermé, Madame la députée Kafi Adjamagbo Johnson. Bonjour, chers compatriotes. Je suis très, c'est plutôt moi qui suis honoré vraiment de pouvoir avoir ces quelques heures d'entretien avec vous. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur des sujets qui vous préoccupent et qui nous préoccupent tous. Donc je salue tous mes concitoyens qui sont en ligne et qui vont participer à l'exercice que nous allons faire. Voilà. D'accord. Merci. Donc, je vous rappelle, chers compatriotes, voilà, vers la fin, voilà, vous aurez la possibilité, voilà, 15 minutes avant la fin de l'entretien, de monter sur le panel et de poser des questions à Madame la députée Adjamagbo Johnson. Donc, Djitri. Appelez-moi tout simplement Madame Adjamagbo Johnson. Vraiment, je viens après tout comme une citoyenne, mais aussi une responsable politique qui comprend la nécessité d'être en contact, d'être en discussion permanente avec ses concitoyens pour que nous puissions efficacement mener la lutte dans laquelle nous sommes engagés. Donc vraiment le moins de protocole possible. Je vous en prie. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Madame Adjamagbo. Merci pour ce plaisir que vous nous faites. Donc nous allons, si vous le permettez, commencer par vous présenter votre biographie rapidement et à tous ceux qui nous écoutent. Et ensuite vous laisser la parole pour nous donner vous présenter, enfin
présenter à vous aussi et nous donner un peu votre rôle de député, nous décrire un peu votre rôle de député à l'Assemblée nationale. Donc c'est parti. Alors, vous êtes né à Bassar, dans une localité située dans le nord-ouest du Togo, et de votre père, médecin, feu docteur Paul Adjamagbo, et de votre mère, sage-femme Cornélie. Voilà, vous avez fait vos études primaires, secondaires et universitaires au Togo, où vous avez obtenu une maîtrise en sciences politiques en 1983, avant de vous envoler pour Paris, où vous avez décroché un DEA en droit privé à l'université de Paris 5, Malakoff, puis un second DEA en droit privé, en droit comparé, option droit africain, voilà, et après, afin d'obtenir votre thèse de doctorat en 1986 à l'université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Donc, revenu au Togo, vous avez entamé une carrière d'enseignante à l'école supérieure des carrières juridiques et administratives, c'est l'ESA-CJ, l'actuelle faculté de droit de l'université de Lomé, d'abord comme vacataire, puis assistante titularisée en 1988. C'est bien ça? C'est bien ça. Je ne me trompe pas, j'espère. Voilà. On va maintenant aborder votre carrière politique, si vous le permettez. La carrière politique de Mme Kaffi Adjamagbo démarre au lendemain du 5 octobre 1990 avec l'obtention de son doctorat en droit et son engagement dans la CDPA étant membre fondatrice. Donc, élue au poste de rapporteur général du bureau provisoire de la Conférence nationale souveraine. Donc vous étiez le rapporteur général du bureau provisoire de la Conférence nationale souveraine en 1991. Vous étiez surnommé « Le président me charge de vous dire », le petit. Et vous décrochez vite des postes très importants dans la politique. Vous avez siégé au Haut Conseil de la République, le Parlement de transition, avant d'être nommé ministre du Bien-être social, des droits de l'homme, de la solidarité nationale, dans le premier gouvernement de transition. Sorti du gouvernement, vous étiez, je pense, suite à des désaccords, sorti du gouvernement, et vous avez créé vous-même des organisations, notamment l'organisation GF2D, Groupe d'action et de réflexion Femmes, démocratie et développement. Voilà, dont vous étiez la secrétaire générale jusqu'en 1997. Vous savez tout, hein? Vous savez pratiquement tout de moi. Mais c'est important de le dire pour que les gens sachent votre parcours et votre légitimité à pouvoir aborder certains sujets. Voilà, c'est surtout pour ça. En mars 2010, vous étiez la première femme candidate à l'élection présidentielle du Togo. Et en août 2012, depuis 2012, vous êtes la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, un parti d'opposition. Et opposante, vous êtes la seule femme à être élue de la liste dynamique pour la majorité de l'Assemblée du peuple, la DMP, à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc vous êtes depuis le mois de mai 2024 député DMP à l'Assemblée nationale et je rappelle que lors de ces élections législatives, il y a eu, je pense, 5 leaders d'opposition qui ont été élus et que vous êtes avec M. Gogué les seuls à siéger dans l'opposition, à siéger dans l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et on voudrait rappeler aussi que vous êtes une militante acharnée des droits de l'homme, des droits humains. Donc droits de l'homme avec un grand H. Parallèlement à la politique, vous avez milité pour la démocratie, les droits des hommes, des droits des
de la société civile, à savoir non-violence et démocratie. Wow. Voilà, et le collectif Association féminine, CAF, qui a été à l'avant-garde de la lutte pour la démocratie aux côtés des partis politiques d'opposition. Votre engagement ne s'arrête pas au Togo, présidence du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, la FOSCAO, si c'est bien, bien ça. FOSCAO, ou le WAX. La FOSCAO. En anglais. Ou en anglais, WAX. Ah, ok. WAX. De 2004 à 2006, quand même. Voilà, en anglais de WAX. Donc aujourd'hui, vous êtes la coordinatrice de WILDAF, FEDAF, Femmes, Droits et Développement en Afrique. Donc c'est un réseau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, vous jouez un rôle clé dans le plaidoyer qui a conduit l'Union africaine à adopter en 2003 le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique. Donc ça, c'est très important que vous faites aussi un travail de plaidoyer très intense en dehors du Togo pour le droit des femmes en Afrique. Donc c'est très important de le faire, c'est rare. C'est rare qu'on ait des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques dans notre pays qui s'investissent autant dans des actions africaines. En tout cas, merci pour votre invitation. On s'arrête là pour le moment. Je pense que vous allez nous apporter d'autres précisions, mais en tout cas, merci beaucoup. Et donc, je vous laisse la parole. Eh ben, c'est plutôt moi, c'est vraiment moi qui vous remercie parce que, franchement, vous avez tout dit, hein, de mon parcours. Donc, j'ai quelques petites choses mineures à rajouter. En ce qui concerne mon engagement politique, je voulais juste signaler que, oui, la CDPA reconnue au Togo a été créée à la faveur de l'adoption de la charte des partis politiques, hein, juste avant la conférence nationale souveraine. Et donc, je suis membre fondateur aussi, mais je voulais rajouter que j'étais déjà membre de la CDPA clandestine, parce que la CDPA a été créée en clandestinité en 1987 et les acteurs, hein, les précurseurs de cette belle initiative sont encore vivants pour certains. Il faudra leur rendre justice en apportant cette précision-là. Et c'est en 88, 89 que j'ai été contacté, que j'ai appris l'existence de cette formation politique qui avait déjà commencé du travail au Togo en clandestinité. Et donc, quand j'ai été contacté, je me suis dit, waouh, c'est une opportunité pour contribuer à transformer mon pays. Et donc, j'ai pas hésité un seul instant à adhérer à ce parti clandestin. Je voulais ajouter aussi que vous aurez remarqué que depuis 97, je me suis engagé dans le WILDAF, Women in Law and Development in Africa, qui est un réseau panafricain de droits des femmes. Mais avant cet engagement-là, vous avez raison de dire que je me battais pour les droits de l'homme de manière générale. Mais je voudrais signaler que pour moi, ça a été un tournant important d'être allé au WILDAF pour deux raisons. D'abord, je me disais, c'est une opportunité pour travailler sur quelque chose de concret qui va permettre aux droits de changer la vie des femmes. Hein, enseigner à l'université, je l'ai fait, mais je commençais à déprimer. Je commençais à déprimer parce que je me posais la question de savoir est-ce que je suis vraiment utile si je contribue à former des jeunes qui sont des chômeurs, des jeunes qui sont paumés, et si je continue à enseigner
un droit qui est basé sur une pensée juridique étrangère. On travaille avec des outils de sociétés étrangères qui, de surcroît, sont des anciennes puissances coloniales. Bref, je me suis dit, quand il y a eu une opportunité, il y a eu un poste qui a été créé au WILDAF pour coordonner le bureau que ce réseau allait mettre à Lomé pour toute l'Afrique de l'Ouest. Très rapidement, je me suis présenté et j'ai été reçu. Donc, c'était une occasion pour moi de faire quelque chose de concret, de changer la vie de mes concitoyens, notamment des femmes, mais aussi, surtout, c'était une opportunité de me mettre à l'abri de toute pression pour pouvoir mener le combat dans lequel je m'étais engagé. Être à l'université, je suis convaincu aujourd'hui que si j'étais resté à l'université, j'aurais eu du mal à faire le cheminement là que j'ai fait. J'aurais été plus vulnérable face à notre adversaire commun. Juste finir en disant que j'ai pris ma retraite au WILDAF depuis février dernier. Et donc, je me sens totalement libre et beaucoup plus libre pour me consacrer uniquement au combat politique, même si j'ai été soutenu dans mon réseau. Mes patronnes, j'ai toujours eu des conseils d'administration qui savent que je suis engagée politiquement en tant que femme et qui m'ont soutenu, qui n'ont rien fait pour me décourager. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour ces précisions. Ça montre vraiment l'importance de vos engagements. Mais ce que vous venez de dire, je veux retenir un terme qui m'a un peu choqué, c'est que vous avez été déprimé par le fait d'enseigner un droit étranger aux étudiants togolais. Je veux dire, qu'est-ce qui a pu vous atteindre à ce point et que malgré ça, vous avez quand même l'énergie de vous investir pour la jeunesse, pour cette jeunesse togolaise. Parce que là, votre niveau d'engagement, ce n'est pas un simple niveau, ce n'est pas simplement politique. C'est un niveau intellectuel. Vous avez voulu changer vraiment la mentalité des jeunes politiques. Donc, qu'est-ce qui a pu vous atteindre à ce point et comment vous avez retrouvé l'énergie pour continuer malgré ça? Mais j'ai constaté moi-même, j'ai fait la faculté de droit ici à l'école supérieure de carrière juridique. À l'époque, ça s'appelait. Et c'est vrai, déjà à l'époque, nous aussi, on a été formés sur la base d'outils empruntés au droit français. Par exemple, pour ceux qui sont juristes, ils savent qu'avant de devenir un juriste, il y a comment dirais-je, des exercices qu'il faut vraiment maîtriser. C'est savoir commenter un arrêt ou une décision. Exactement, ou une décision juridique. Voilà. Et vous pouvez vous imaginer que tous ces exercices-là fondamentaux, on les faisait sur la base de décisions de justice rendues en France, rendues par des juges français. Et donc, on maîtrisait totalement la jurisprudence française. Sauf que quand vous étudiez cette décision de justice-là, vous vous rendez compte que elles ont un sens dans le contexte sociologique
occidentale. Hein? Quand, par exemple, on vous dit que il y a des dommages qui ont été causés par exemple, par la cheminée. On vous parle de cheminée. Mais pour un Français né là-bas et vivant là-bas, mais il comprend ce que c'est qu'une cheminée. Mais nous, en Afrique ici, où nous avons chaud, il faut pouvoir, pour que les étudiants comprennent, il faut pouvoir leur expliquer que dans cette société-là, sur une longue période de l'année, il fait tellement froid que chaque maison doit être équipée de cheminées ou de chauffage, hein, de cheminées qui produit de la fumée qui peut déranger. Et les inconvénients de voisinage, hein, par exemple, c'est vrai que nous, ici aussi, on en connaît. Par exemple, quand vous avez des bars qui sont installés près de chez vous et qui causent beaucoup de bruit, mais il y a des niveaux de tolérance que nous avons ici, mais qui ne peuvent pas être imaginés dans ces sociétés-là où chacun vit enfermé chez soi. Il faut éviter de déranger au maximum. Tous les Africains ont des anecdotes de voisins qui viennent taper à leur porte pour leur dire « vous faites trop de bruit, ne faites pas de bruit ». Maintenant, allons sur le terrain du droit public. Quand vous enseignez l'État-nation, vous enseignez la Constitution, la démocratie, et que vous vous rendez compte que tout ce que vous enseignez là, ça n'a aucun impact sur notre vie. Hein, vous imaginez avant le soulèvement de 90, parler de constitution et de séparation de pouvoir et tout ça, même si ça pose toujours un problème aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Togo fonctionne vraiment avec une séparation de pouvoir entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire et tout ça. Mais avant, c'était pire. Donc, c'était quelque chose de complètement théorique qui n'avait aucune emprise sur la vie publique et même la vie privée, le droit privé que nous enseignons. L'exemple du mariage, on vous disait, le mariage est une union entre un homme et une femme, et parmi au rang des conditions du mariage, il faut le consentement des futurs époux. Bon, vous-même, vous savez que encore aujourd'hui, au Togo, ce n'est pas quelque chose qui est déjà rentré dans la pensée. Dans les mœurs, dans notre culture. Aujourd'hui encore, on donne des filles en mariage forcé. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est normal que quand leur frère meurt, que comme la coutume le dit, qu'ils épousent la femme de leur frère défunt et tout ça. Et quand on ajoutait à ça le fait que vous pouviez avoir affaire à des étudiants brillants qui finissent par obtenir leur maîtrise, mais qui n'ont pas de travail, qui n'ont, il n'y a pas de débouché sur le marché. Alors, il m'est arrivé souvent d'en rencontrer plusieurs à qui je demandais qu'est-ce que vous faites, vous êtes devenu quoi? Et quand on me répondait non, on ne fait rien, on cherche, tout ça à un moment donné a contribué à me démoraliser, à m'amener à me poser la question de savoir est-ce que je suis vraiment utile?
ce que je fais, ça me permet de gagner ma vie, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je ne peux pas gagner ma vie ailleurs en étant utile? Et j'avoue que j'ai eu une très grande satisfaction quand j'ai pris la décision, d'abord de manière prudente, j'ai demandé une mise en disponibilité en me disant, bon, je vais essayer de voir. Et puis, très rapidement, au bout de 4 ans, j'ai converti cette mise en disponibilité-là en détachement pour ne plus rien avoir avec l'État togolais et être totalement indépendante. J'aurais pu occuper des postes ailleurs dans d'autres pays, mais je pense que le Seigneur m'a aidé en trouvant un poste international avec résidence dans mon pays et donc en ayant la possibilité d'être là et de continuer à me battre. De continuer voilà, et de continuer votre engagement. Voilà. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, madame, pour toutes ces explications. Ça nous amène donc au premier sujet, au premier sujet, d'abord à la deuxième question, qui est votre rôle, puisque vous avez fait état donc de tous ces manquements-là, notamment dans le système de l'enseignement supérieur, qui est un vrai décalage entre l'enseignement prodigué aux jeunes et les réalités de nos pays, les réalités sociologiques de notre pays. Donc aujourd'hui, vous avez eu, je pense que c'est un peu, ça fait partie aussi de votre motivation pour votre engagement en politique. Et aujourd'hui, en tant que député, déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle du député et qu'est-ce que vous mettez en œuvre à votre niveau pour pouvoir changer les choses, ces choses-là, ces sujets en particulier? Merci beaucoup. J'étais vraiment séduite de constater tout récemment, lorsque j'ai initié des visites dans des écoles primaires, hein, et j'étais étonné de comprendre quand on posait la question aux élèves de savoir qu'est-ce qu'un député, est-ce que vous savez ce qu'un député fait? Et j'ai été surprise agréablement de constater que on leur apprenait dans leur module d'ECM, éducation civique, ECM là, je ne sais plus, je ne sais plus comment. Oui, CM1, CM2, oui, effectivement, c'est les cours d'éducation civique. Voilà. Comme nous avons vu, c'est ça, exactement. Ils étaient en mesure de dire, pour certains, un député fait des lois, hein, et puis d'autres ont ajouté contrôle l'action gouvernementale. Donc, en fait, c'est les deux rôles reconnus aux députés, légiférer, mais aussi contrôler l'action gouvernementale. Et je dois dire que dans notre pays, depuis que formellement on est rentré en démocratie et qu'il y a des élections multipartites pour installer des assemblées nationales, je dois dire que le niveau de notre démocratie n'a pas permis jusqu'ici que les députés puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est souvent que les Togolais se posent la question de savoir à quoi ils servent vraiment. On demande aux députés de l'opposition qu'est-ce que vous avez pu faire adopter comme loi pour changer la situation des Togolais. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, n'en parlons pas. Et donc, nous, à la DMP, on a décidé qu'il fallait que nous occupions le seul siège qui nous a été concédé, moi je dirais, parce que
je dis toujours que je suis une rescapée. Et pour rigoler, quand on m'appelle député, je dis non, appelez-moi député. Mais on s'est dit, on sait que c'est vraiment un défi, c'est un challenge que de pouvoir faire quelque chose dans les conditions dans lesquelles nous sommes à l'Assemblée. Mais nous avons dit, c'est un combat. Il ne faut pas fuir le combat là où il y a une opportunité pour combattre. Et en plus donc de ces rôles classiques qui sont ceux des députés, je pense que dans notre contexte de déficit démocratique, de résistance farouche du système dictatorial à la démocratisation du Togo, il faut occuper ce poste-là pour être d'abord le porte-parole de l'immensité des Togolais, parce que nous sommes une majorité écrasante de Togolais à vouloir être gouvernés autrement, à vouloir pour cela en finir avec ce régime. Donc, il faut être le porte-parole, même si nous sommes une minorité artificielle. Et je peux vous dire que, d'ailleurs, la dernière fois, je l'ai rappelé à l'Assemblée, où, à l'occasion de l'adoption d'un rapport d'une séance de l'Assemblée, une séance au cours de laquelle nous avons, comme d'habitude, émis des avis divergents, des avis qui reflètent ce que les Togolais pensent. Eh bien, on s'est permis de nous présenter à adopter un rapport qui, je vous assure, quand vous le lisez, donnerait l'impression que on se trouve vraiment à une autre époque où tout le monde regarde dans la même direction, où il n'y a pas d'avis divergents. Alors, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai pris la parole pour dire, attention, vous nous avez réduit artificiellement à une minorité au sein de cette assemblée. Mais nous n'accepterons pas que vous puissiez nous réduire au silence. Et ce n'est pas normal que dans les rapports que vous nous demandez d'adopter, que les avis divergents de l'opposition ne soient pas reflétés. Et je leur ai dit, je n'adopterai pas ce rapport. Et nous souhaitons que les choses se passent autrement parce que c'est des archives qui vont rester pour l'histoire. Normalement, dans un pays normal, une démocratie normale, ces débats-là, au cours des séances de l'Assemblée nationale, auraient dû être transmis directement pour que les populations sachent ce que ceux qui sont censés les représenter vont dire et ce qu'ils font là-bas. Mais justement, parce qu'on ne veut pas jouer la transparence, on a peur que ça éveille la conscience des Togolais, que ça les réveille, eh bien, on refuse d'aménager la possibilité de transmettre les débats en direct. Et si vous avez suivi Guy Marius Sagna, c'est cette habitude-là antidémocratique que le Togo arrive à imposer, est arrivé à imposer dans le Parlement de la CEDEAO, puisque Guy Marius nous informait de ce que ils ont décidé là-bas aussi de ne plus faire fonctionner la télévision de la CEDEAO à travers laquelle on pouvait être informé des débats à l'interne. Donc, on est dans un contexte où
même si c'est difficile, il faut se battre pour que la parole, hein, et la volonté du peuple soient écoutées, qu'on le leur rappelle à chaque fois. Il faut dénoncer et il faut être témoin de ce qui se passe pour venir rendre compte au peuple en dehors de cette assemblée pour que le peuple prenne ses responsabilités en toute connaissance de cause. C'est lui le souverain. La souveraineté revient au peuple. Et ceux qui pensent, parce qu'ils se sont emparés par la force de cette souveraineté-là, ceux qui ont tendance à oublier qu'ils ne sont pas les souverains, eh bien, ils se trompent et ils risquent d'avoir des déconvenues un de ces jours. Donc, voilà un peu comment nous envisageons le rôle de député dans ce contexte-là de déficit démocratique. Et je peux vous dire que de manière concrète, donc à l'occasion de tous les débats, j'ai exprimé des positions qui sont celles du peuple et que il y a, hein, on n'a pas eu le temps jusqu'ici, mais je viens de déposer des interpellations, hein, pour des membres du gouvernement au sujet de préoccupations, hein, des Togolais dans le domaine des infrastructures routières, des infrastructures urbaines, mais aussi dans le domaine de la santé, où vous savez, les Togolais peinent encore à se faire soigner et les conditions sont loin d'être réunies pour que nous puissions jouir de notre droit à nous soigner. Intéressant. Je suis également en lien avec un groupe d'organisations de la société civile engagé dans un processus de plaidoyer et il est question que nous voyons à partir de la semaine prochaine comment nous organiser pour proposer faire une proposition de loi. Voilà. Mais permettez-moi de ne pas donner plus de précision. D'accord, intéressant. Très intéressant. Et justement, moi, j'ai lu un communiqué de la DMP qui date de 6 ans, ce fera de ma part, où j'ai compris que vous avez décidé de poursuivre 2 lièvres à la fois, c'est-à-dire aller aux élections municipales et en même temps combattre le coup d'État constitutionnel. Moi, ma question, elle est simple. La CENI et la Cour constitutionnelle peuvent-elles être considérées comme indépendantes, impartiales et objectives dans leurs décisions? La réponse est non dans l'état actuel des choses. Mais maintenant, j'imagine la question que vous êtes en train de nous poser, c'est de savoir que faites-vous alors? Que comptez-vous faire? Pour ce qui concerne la CENI, c'est un sujet que nous avons posé, c'est une anomalie que nous avons dénoncée depuis que la DMP a été créée en avril 2003. Et je me souviens que nous avons même déposé un rapport, remis un rapport à une délégation des Nations Unies qui est passée au Togo pour évaluer les conditions des élections législatives à l'époque, où nous avons expliqué clairement que cette CENI-là qu'on veut utiliser pour organiser les élections législatives n'est pas légale. Elle aurait dû
être recomposée depuis, parce que les gens ont prêté serment pour servir pendant 1 an. Et nous avons naturellement mis les doigts sur d'autres anomalies, notamment la composition de la Cour constitutionnelle qui à l'époque n'était pas complète. Moi, je vous dirais tout simplement, après le non que j'ai dit haut et fort à la question que vous m'avez posée, que nous devons continuer à mener ce combat-là. Et on l'a continué, on a posé la question au régime en place, on a dénoncé et il nous est revenu la dernière fois, après la réunion du CPC, et on a écrit même par 2 fois au ministre de l'administration territoriale pour lui dire que il faut changer, il faut renouveler cette CENI. Et donc, les dernières informations que nous avons, c'est que le renouvellement va se faire. Le gouvernement a déjà saisi l'Assemblée nationale pour que cette Assemblée qui a la prérogative de voter pour les gens, hein, les commissaires là, qui vont être proposés, eh bien pour que l'Assemblée enclenche la procédure. Oui, Madame Adjamagoué Johnson, oui. Même si la CENI est renouvelée à la demande, à votre demande, vous savez très bien que voilà, cette CENI, vous avez dit, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas objective. Même si vous allez à ces élections, voilà, c'est en quelque sorte, hein, et pour reprendre certains arguments, et moi c'est ma position, hein, c'est comme si vous cautionnez ce coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire que vous voulez combattre le coup d'État constitutionnel en même temps en allant aux élections. Mais ça serait plutôt bien de concentrer votre énergie sur une seule lutte, c'est-à-dire faire échec à ce coup d'État constitutionnel. Je respecte votre avis, mais je voudrais vous exhorter et exhorter aussi les autres concitoyens. Je sais que, par exemple, dans Milaoué, vous êtes nombreux à avoir cette position-là. Mais je voudrais vous exhorter à voir les choses, les problèmes dans toute leur complexité et à envisager aussi des stratégies de lutte qui soient complexes. Ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous dans la mesure où vous vous appuyez sur le fait que les institutions qui vont organiser les élections ne sont pas indépendantes. Oui, mais il faut se battre aussi pour minimiser les risques liés à la non-indépendance de cette CENI. Et comment on va pouvoir le faire? C'est en mettant comme membre de la CENI, puisque nous nous sommes lissés, heureusement, même si on a réduit l'opposition lors de la dernière élection législative, l'opposition parlementaire, on l'a réduite à 5 partis, non, 4 partis, que déjà 4 partis. On peut, selon les règles du jeu, on peut occuper le quota de la CENI qui est réservé à l'opposition parlementaire et ensuite nous organiser pour que les amis de l'opposition extra-parlementaire occupent aussi leur quota en envoyant se battre pour que ce soit véritablement des gens de l'opposition.
et s'approcher un peu d'une parité qui va contribuer à l'indépendance de la CENI. Il faut y aller comme dans un combat. Et il faut envisager que le problème étant complexe, les stratégies aussi doivent être complexes. Il faut que les stratégies se complètent. Moi, je suis tout à fait, je vous comprends. Et je voudrais même dire, j'ai été impressionné parce que j'ai suivi ce matin déjà à partir d'une certaine heure les débats que vous avez eus dans Milaway et je me suis dit, mon Dieu, mes compatriotes, en tout cas certains de mes compatriotes, sont arrivés à un niveau d'indignation qui est louable et d'une indignation qui peut être féconde, qui doit être féconde. Parce que moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je suis de ceux qui ont toujours dit, en m'appuyant sur l'ouvrage, le célèbre ouvrage de Stéphane Hessel, indignez-vous. Je suis de ces responsables politiques qui ont plus d'une fois appelé les Togolais à s'indigner. Parce que l'indignation, c'est elle qui précède l'action. Et donc, j'admire le niveau d'indignation que j'ai relevé dans les débats à Milaway, mais il nous reste tout simplement à trouver un consensus et à bâtir des stratégies multiples qui convergent vers l'objectif final que nous avons tous, qui est de faire partir ce régime, de libérer notre pays, le Togo, d'un régime dictatorial. C'est sur ce plan que je dirais que je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut concentrer l'énergie sur le combat contre la 5e République. Ça aurait pu être la 6e, la 7e ou même la 3e. Peu importe, c'est le contenu de cette 5e République qui veut instaurer une monarchie, maintenir les mêmes au pouvoir et donc empêcher que demain les Togolais, qu'arrive un jour où les Togolais puissent bien se soigner, bien manger, que nos jeunes aient un emploi. C'est ça que nous combattons. Et j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, on veut le retour de la 4e République. Est-ce que c'est ça qui va donner des emplois aux jeunes tout? Et je dis, la personne a raison. Sauf que ce n'est pas le retour de la constitution de la 4e République en soi que nous voulons. Nous l'exigeons parce que nous savons que ça va créer les conditions pour que il y ait une gouvernance autre que celle à laquelle on nous a habitués jusqu'à présent. Et, eh bien, on pourrait, pour y arriver, ne pas, personne ne dit que c'est forcément la constitution de la 4e République telle qu'elle était qui va nous amener à ce résultat. Ça peut être une 6e République et certains Togolais l'ont compris, mais l'essentiel, c'est le consensus sur les règles qui vont nous gouverner. Un consensus qui respecte la souveraineté du peuple. Donc, pour en revenir à votre question, il n'est pas incompatible, ce n'est pas incompatible de poursuivre les deux combats. D'autant plus que l'un, celui des élections, peut nous permettre au minimum de faire une avancée intermédiaire vers le grand résultat que nous voulons. Et ça peut être une voie pour arriver à ce grand résultat. Je comprends que vous pensiez que ce qu'il faut aujourd'hui maintenant, c'est le soulèvement.
vous êtes des citoyens, c'est votre droit. Vous êtes des activistes, c'est votre droit. Mais pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas arriver à ce que vous voulez là par la voie des élections? Ou pourquoi vous ne pensez pas que la voie des élections peut nous permettre d'arriver au résultat qu'il y a eu à la surprise, qu'il y a eu au Gabon? Ou pourquoi ça ne peut pas nous permettre d'arriver à la situation de la Turquie où un opposant qui arrive à conquérir une mairie, et cette mairie centrale l'utilise comme bastion pour la lutte pour le changement de régime, et la preuve arrive maintenant parce qu'on l'a arrêté à faire en sorte que la population se mobilise et soit dans la rue depuis quelque temps. Donc, madame, ça ne peut pas nous permettre d'arriver à la situation de Sonko qui était tout seul au Parlement. Madame Adjango, si je vous comprends très bien, vous croyez que vous pouvez arriver à les élections avec ce régime dictatorial. Vous nous confirmez? Que quoi? Que je crois aux élections? Vous nous confirmez que vous pouvez arriver au sommet de l'État, c'est-à-dire par l'abtenance, au sommet de l'État devenant la première femme présidente du Togo, par les élections, avec ce régime dictatorial? Je n'ai jamais dit ça, chers compatriotes. Mais je dis que ça peut être aussi une occasion pour combattre. Et la fin, nul ne peut dire, on n'est pas dans le domaine des sciences exactes, où on peut dire, voilà ce résultat qui est prévisible à tous les coups. À tous les coups, on arrivera à ce résultat. Non, personne ne peut le dire. Tout comme vous êtes d'accord avec moi, la probabilité du soulèvement est aléatoire, au moins en ce qui concerne le moment précis, en ce qui concerne l'opportunité. Il faut peut-être travailler, il faut sensibiliser les populations comme vous êtes en train de le faire, mais avouez que vous n'êtes pas maître de la manière dont ça va arriver. Et nous ne le sommes pas non plus. Donc, tout ce que nous avons à notre portée comme arme, utilisons ça. On m'a posé la question un jour, je ne sais plus où, de savoir, mais si jamais le peuple était dans la rue, se soulevait, qu'est-ce que vous allez faire? Mais bien sûr que je fais partie de ce peuple, je ferai corps avec ce peuple, je soutiendrai sa lutte si ça arrive. Et quand j'explique les choses, quand je discute avec mes compatriotes, c'est pour arriver au niveau de prise de conscience et de compréhension des choses qui lui permettent de prendre ses responsabilités. Je suis tout à fait d'accord et conscient de ce que les politiques, les stratégies politiques, les stratégies des partis politiques, toutes seules, ont atteint leurs limites et ne peuvent pas faire l'affaire. Voilà. D'accord. Et que comptez-vous faire pour pouvoir empêcher ce coup d'État constitutionnel, puisque Fanyasi va être intronisé en mai, dans un mois, disons dans un mois, hein. Ouais. Et la DMP, avec voilà, tout le collectif, vous avez eu à signer une déclaration commune. Que comptez-vous faire pour empêcher voilà, justement cette intronisation? Parce que moi, je rappelle que déjà en janvier 80, le père Feu Yadema avait fait la même chose, voilà, proclamant la Troisième République pour consolider son pouvoir. Et c'est ce que fait le fils également. Alors, que comptez-vous faire? Ce que je compte faire, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. D'abord, il faut être clair. Les chefs des partis politiques ne peuvent pas tout seuls empêcher ce régime-là de foncer vers la mise en place de
sa 5e République. Vous avez bien entendu, j'ai dit sa 5e République, parce que ce n'est pas la 5e République du peuple. Et par conséquent, nous sommes conscients de ce que c'est le peuple. Je ne veux même pas dire que c'est avec le soutien du peuple, mais c'est le peuple lui-même qui devra prendre ses responsabilités. Maintenant, pour que le peuple prenne ses responsabilités, eh bien, nous devons le conscientiser, le sensibiliser au maximum. Et c'est ce que je fais quand je suis à l'Assemblée, que je donne des informations sur comment les choses se passent. Je contribue à renforcer sa conviction que nous avons en face de nous des gens indécrottables qui ne peuvent pas faire la démocratie, qui n'ont pas cette capacité-là à faire la démocratie. Et donc, je contribue à créer les conditions pour qu'ils agissent. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que vous allez contribuer à élire le président de la République fantoche, le prochain président de la République fantoche, ma réponse, je pense que vous la connaissez d'avance. Elle est très claire. C'est non. C'est non. Si vous me demandez, est-ce que vous allez être dans l'Assemblée et puis écouter tranquillement qu'on vienne vous lire la lettre par laquelle UNIR informe l'Assemblée, comme il est dit dans cette constitution de la 5e République là, que c'est leur président qui sera qui est choisi comme étant président du Conseil des ministres sans que je ne puisse rien faire. Ma réponse est non. Pour le reste, permettez-moi, pour des raisons d'efficacité, de ne pas vous dire qu'est-ce que je vais faire précisément. Mais j'espère bien sûr, madame. Bien sûr, madame. Vous n'allez pas révéler. Le peuple aussi prendra ses responsabilités le jour-là, voilà. Pour qu'il ne soit pas dit dans le monde entier que les Togolais ont croisé les mains et ont regardé faire, ont regardé achever ce coup de force constitutionnel. La mise à mort de la République. Ce que nous faisons, c'est que ce régime écoute enfin la voix des Togolais, reviennent en arrière et se disent stop, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer parce que le peuple souverain, là, au-dessus duquel nous ne sommes pas, ne veut pas ça. Personne n'est au-dessus du peuple. Personne n'est au-dessus. D'accord. Surtout pas madame. un régime D'accord, madame la que le députée. peuple conteste. Merci Alors, beaucoup, madame la ce n'est députée. pas de l'opportunisme, moi, je voudrais... parce que j'ai lu, j'essaye de lire Oui. les commentaires. Non, mais ne vous concentrez pas trop. On va relayer les questions dans les commentaires. C'est de la stratégie politique. Ce n'est pas de l'opportunisme. D'accord. Bon. Voilà. On va relayer un peu les questions. Mais c'est vrai que vos réponses ne conviennent pas totalement parce que, voilà, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, vous êtes d'accord qu'il y a une captation de l'État aujourd'hui au Togo, que en 20 ans ou en 30 ans, pardon, de lutte que vous avez menée, il y a eu quand même, on va dire globalement, il y a eu l'échec de la lutte puisque on n'a jamais obtenu l'alternance. Puisque au départ, c'est l'alternance, le but initial de la lutte, dès 90 déjà. Donc que depuis 35 ans, on n'a pas eu cette alternance-là. Au contraire, on voit, comment dire, l'état de droit qui s'érode de plus en plus, au point où aujourd'hui, il y a des groupes de personnes qui se sont
rassembler, pour modifier, pour changer la Constitution, pour nous faire passer d'une république à une autre, et personne n'a bougé. Au point où nous avons, comment dire, des privatisations frauduleuses de sociétés publiques et personne ne bouge. Quand je dis personne, j'inclus aussi bien les partis politiques et leurs leaders, j'inclus les sociétés civiles, mais également le peuple en tant qu'entité. Nous avons eu une érosion de l'état de droit à tel point qu'on arrête, on emprisonne des personnes, et vous y compris, on vous a même arrêté vous-même. On agresse des politiques, on arrête des gens pour des délits d'opinion. Des gens sont gardés, vous êtes juriste, et des gens sont gardés en préventive depuis des années, c'est-à-dire même sans avoir été jugés. C'est-à-dire que, quelque part, est-ce que vous ne pensez pas vraiment que, au point où nous en sommes, il n'y a plus de possibilité que cet État-là puisse revenir en arrière, comme vous l'avez dit, et revenir à la raison. Parce que nous avons atteint le paroxysme de la violation des droits des citoyens. Nous avons atteint le paroxysme de la mise à mort de la République. Aujourd'hui, au Togo, nous reconnaissons tous qu'il n'y a plus de République en tant que telle. Il n'y a plus de République. Donc, moi, la question que je voudrais vous poser pour finir avec ça, c'est que quel consensus vous voulez trouver aujourd'hui en tant que politicien avec d'autres partis politiques? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de consensus autour d'une stratégie unique et de rassembler toutes les stratégies. Mais aujourd'hui, 20 ans ou 35 ans après la lutte, quel encore consensus est-il possible de créer? Moi, personnellement, je ne pense qu'il n'y en a plus. Ou alors, il faut vraiment donner la place au peuple de s'exprimer et confier les rênes de cette lutte-là au peuple. Donc, quelle est la... Voilà. Et je voudrais aussi ajouter qu'aux dernières élections législatives, vous avez remarqué comme moi qu'il y a eu plus de 70% d'abstention. Donc, il y a une vraie perte de confiance du peuple dans la politique, dans la chose publique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire encore au peuple pour regagner sa confiance et surtout le mobiliser derrière des entités qui, en 35 ans, ont prouvé qu'ils n'étaient plus efficaces. Passez-moi le mot. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire aujourd'hui de façon politicienne, voilà, ou juridique pour amener ce pouvoir en arrière? Parce que nous, on a l'impression que c'est impossible de ramener encore cet État, ce pouvoir en place à la raison. Et que la seule solution aujourd'hui, c'est un soulèvement du peuple. Maintenant, on comprend que vous, en tant que responsable politique, c'est les tests qui le disent. Ce n'est pas Titri ou Milawe qui le disent, mais les tests vous interdisent à vous d'appeler à la révolution. On le sait. Le test vous interdit à vous d'appeler à l'insurrection. D'accord. Mais est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on est arrivé à la limite de tous les moyens qu'on peut exercer, toutes les pressions qu'on peut exercer sur ce pouvoir pour le faire changer de façon légale, ou bien de façon juridique, ou de façon, comment dire, la plus propre possible? Est-ce que vous reconnaissez cela? Voilà. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'échec de la lutte. Permettez-moi de relativiser cette expression-là et de voir les choses autrement. Moi, je vois la lutte comme une continuité. Et on ne peut pas encore parler d'échec. À la limite, on peut interroger les stratégies que nous avons utilisées jusque-là et se demander comment les améliorer pour que la lutte se poursuive et soit plus efficace. Parce qu'il ne faut pas forcément penser qu'une dictature, on la chasse en 1 an ou 2 ans. Ça peut prendre du temps. Le fait que notre lutte soit longue ne doit pas non seulement nous décourager, mais doit nous amener à tirer leçon à des étapes précises,
tirer le son de nos expériences. C'est pour ça que moi, je voudrais positiver en ne parlant pas encore d'échec de la lutte, dans la mesure où nous sommes encore dans la lutte et nous croyons encore en cette lutte-là. C'est le peuple qui aura le dernier mot. C'est le peuple qui aura raison. Tant que nous restons déterminés, que nous évaluons nos stratégies, que nous les réajustons, le peuple aura le dernier mot. Est-ce qu'il y a la possibilité que ceux qui nous gouvernent là, par la force, reviennent à la raison? Moi, je voulais vous faire observer que, par exemple, au début des années 90, si on a pu faire revenir à la raison, faire plier le général Eyadema, c'est que on a utilisé à la fois la négociation, mais aussi la rue. C'est les meilleures conditions pour pouvoir faire revenir à la raison un régime. Maintenant, s'il ne veut pas revenir à la raison, mais il aura ce qu'il voudra et ce qu'il voudra. Ça veut dire qu'il aura choisi que ce soit la rue qui prenne le dessus sans le contrôle des politiques. Donc, je voudrais que nous apprenions aussi un peu de notre passé en nous disant, oui, aujourd'hui, on est arrivé, comme vous l'avez décrit, à un stade où tout est en déliquescence. Le peu d'acquis que nous avions, que nous croyions avoir, eh bien, ça a été récupéré. On ne comprend même pas comment le pays arrive encore à fonctionner. Mais les leçons qu'on doit en tirer, oui, c'est que les populations doivent prendre leurs responsabilités. Il faut une lutte citoyenne. Et le régime l'a si bien compris que, eh bien, il a anticipé en verrouillant les choses, en empêchant toute possibilité de rassemblement. Mais permettez-moi, pendant que je répondais là, il y a quelque chose qu'il faut que je dise avant que ça ne m'échappe, au sujet des élections. Si ce que nous faisons jusqu'à présent était totalement inutile, pourquoi est-ce que le régime aurait senti ce besoin-là de faire ce coup d'État constitutionnel qui l'amène à supprimer carrément les élections présidentielles? C'est parce qu'il sait que les dernières élections présidentielles ont failli lui porter un coup fatal en 2020. Et nous avons résisté. Et la contestation à partir de maintenant, la manière dont nous avons résisté jusqu'à maintenant au dernier coup électoral a affaibli ce régime. Quoi qu'on dise, tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'a aucune légitimité, qu'il est là, il s'est maintenu par la force, il n'a pas gagné les élections. Au point où il se dit, ça va être difficile hein, de refaire le même coup. Hein. Et c'est ce qui a expliqué qu'il est pensé de manière simpliste, qu'il suffit de supprimer l'élection du président de la République par les Togolais. C'est aussi ça qui lui a fait penser que le référendum qui est prévu dans la Constitution pour pouvoir opérer le changement qu'ils veulent faire sur l'élection et qui touche à l'élection du président de la République,
eh bien, c'est aussi ça, c'est cette peur-là qui les a amenés à dire on ne fera pas de référendum. Maintenant, c'est à nous d'en tirer la leçon pour dire ce que vous ne vouliez pas. La résistance du peuple, on va la construire. Mais construire la résistance du peuple ne peut de grâce pas amener à avoir une position de principe qui dit les élections, on laisse de côté. Dans la mesure où ça peut nous offrir des opportunités aussi pour une résistance plus forte. Ça peut nous offrir des positions que nous utilisons comme des bastions du combat que nous menons. Maintenant, pour la question du consensus politique, j'ai parlé de consensus qu'on peut remplacer par un nouveau contrat social au terme de notre lutte, parce que de toute façon, il faut en arriver à ça. Il y avait un contrat social comme... Au terme de la lutte, madame. Au terme de la lutte. J'ai parlé de ça aussi. Voilà. Voilà, donc le ça, c'est consensus à l'heure entre actuelle tous les Togolais. n'est plus possible. Voilà. Donc vous reconnaissez que le consensus à l'heure actuelle entre les politiciens de tous bords n'est plus non, possible. Voilà. Le consensus qu'on peut essayer de bâtir aussi, c'est un consensus uniquement entre les forces du changement pour nous mettre d'accord sur les stratégies à utiliser. Maintenant, si en maniant la force du peuple et en même temps la discussion avec le régime, eh bien, ça peut nous conduire, comme on l'a fait au début des années 90, à signer un accord et à tirer des leçons de ce qui n'avait pas marché pour que cette fois-ci, cet accord-là marche. Moi, je ne l'exclus pas totalement. Maintenant, à part ça, il y a le fait où si ça ne marche pas, eh bien, ça veut dire que le régime aura choisi que ce soit la rue qui le chasse. D'accord, madame. Et ce ne sera pas nous. J'entends un peu votre raisonnement. J'entends votre raisonnement. C'est-à-dire que c'est un peu la stratégie pas du moins pire, mais c'est la stratégie d'essayer de faire en sorte que on essaie encore une dernière fois, et cette fois-ci, si ça ne marche pas, ben, ça sera la porte. Bon, comment ça s'appelle? Ce sera la foudre va se déchaîner contre ce régime. Oui, mais faisons en sorte que ça se déchaîne. Si ça ne marche pas aussitôt après, faisons en sorte que ça se déchaîne. D'accord, donc, mais ça c'est votre position. Mais est-ce que vous comprenez aussi certains, beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de se dire qu'on n'a plus besoin de passer par cette étape-là pour que ça se déchaîne? Est-ce que vous comprenez ça aussi? Je les comprends tout à fait. Je les comprends tout à fait. C'est pour ça que je pense que c'est important que nous dialoguions pour nous entendre sur quelque chose, sur comment articuler les différentes stratégies de lutte qui s'offrent à nous, en ayant conscience des faiblesses et des avantages des unes et des autres. C'est important que nous nous parlions. Et c'est l'intérêt que je trouve, le très grand intérêt, et la motivation personnelle que j'ai à discuter avec vous aujourd'hui. Parce que je considère, et je l'ai dit, vous avez atteint un niveau de prise de conscience qui fait de vous des éclaireurs et qui vous impute une certaine responsabilité pour que nous gagnions la lutte collective. Et cette responsabilité-là, c'est de voir, ça devrait nous amener aussi à nous interroger sur les 70% d'abstention aux dernières législatives là. Oui, comment on en est arrivé à ça? Parce que la plupart des Togolais sentent confusément des choses.
mais est-ce qu'on les a aidés à construire de manière logique et réfléchie ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser autrement les 70% d'abstention là pour faire en sorte que, à l'occasion de ces élections législatives passées, qu'on puisse se débarrasser définitivement de ce régime comme nous le souhaitons? C'est là où nous devons nous parler et continuer à nous parler jusqu'à ce que nous arrivions à quelque chose qui permette à chacun de jouer sa partition, de faire sa part. D'accord, madame. Mais vous comprenez aussi que certains de nos compatriotes, beaucoup de nos compatriotes nous disent que en termes de dialogue, il y a eu plusieurs dialogues avec ce pouvoir qui n'ont pas été fructueux, qui n'ont pas porté leurs fruits. D'accord? Et j'espère que vous le compreniez ça, que aujourd'hui, il est impossible pour un Togolais conscient de parler encore de dialogue avec ce pouvoir. À la rigueur, on peut parler de dialogue au sein des mouvements de l'opposition, c'est-à-dire peut-être les mouvements traditionnels, les partis politiques traditionnels et les mouvements qui se créent, qui sont en train de naître là. Entre parenthèses, je ne vais pas faire la publicité pour notre mouvement, c'est le Train de la Liberté que vous connaissez très bien, et qui donne la parole au peuple, qui est dirigé par donc, deux leaders assez charismatiques, M. Marc Nda et M. Légende de la diaspora. Je ne me permets pas de donner son nom à l'état civil, mais est-ce que vous croyez, vous, au fond de vous, qu'un énième dialogue, je ne sais pas, un dialogue avec ce gouvernement peut encore donner quelque chose? Je comprends votre position, qui est un peu dans la dilemme, vous êtes un peu dans le dilemme stratégique. Je conçois que vous ne pouvez pas, vous, en tant que leader politique, en tant que député qui plus est, appeler à la révolution, à une insurrection, à la révolution populaire, à un soulèvement populaire, parce que c'est contre l'ordre public. Mais comprenez-vous les compatriotes qui nous disent qu'aucun dialogue avec ce pouvoir en place n'est plus possible aujourd'hui? Je les comprends, mais de la place où je suis là, dans ma position, je voudrais les amener à plutôt se poser la question de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles le dialogue peut réussir. Et je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de ce que nous avons obtenu au début des années 90. Et j'ai observé que à chaque fois, les négociateurs, bon, certains sont encore en vie aujourd'hui, même si nous en avons perdu beaucoup, mais quand le rapport de force est établi en faveur du peuple, quand le peuple dans la rue arrive à s'imposer au point où il fait plier l'adversaire commun, eh bien, l'une des leçons qu'il faut tirer aussi, c'est qu'il ne faut pas que cette pression baisse jusqu'à ce qu'on ait obtenu ce qu'on veut pour que, eh bien, le changement que le peuple souhaite puisse arriver. Imaginez un instant dans la situation actuelle de la Turquie. Les gens qui sont dans la rue veulent le départ du régime actuel. Mais si la pression se maintient, on peut penser que il puisse arriver un moment où le régime est compris et ait besoin de négocier, ne serait-ce que pour que sa sortie
hein, ne lui soit pas totalement préjudiciable, pour prendre quelques garanties et libérer le peuple. Vous pensez que on ne le ferait pas dans ces conditions-là? Mais les conditions sont réunies pour que les négociations soient en faveur du peuple. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Il y a des logiques, il y a la logique citoyenne qu'il faut utiliser à fond, tout en n'oubliant pas que nous sommes aussi dans un domaine éminemment politique, et que on ne peut pas bannir un dialogue qui soit un véritable dialogue, mais un dialogue qui soit d'égal à égal, hein, et qui permette vraiment que on fasse prévaloir la volonté souveraine du peuple. En fait, sans tête, on va y arriver. Le peuple y arrive. Un peuple qui est déterminé, on ne peut pas l'empêcher. Voilà, choisir c'est un grand mot. Hein? Il n'aura plus le choix, vous voulez dire. C'est qu'il n'aura plus le choix. Ouais, voilà. Implicitement, il aura voulu. Voilà. Il aura voulu. Voilà, implicitement, voilà. Il aura voulu. Voilà. Mais en tout cas, on entend votre position, mais on va évoluer. Mais ce que moi je retiens surtout, c'est que vous appelez le peuple à prendre sa responsabilité. Absolument, absolument. Voilà. Et continuer à travailler, chacun dans sa position. Et bravo pour ce que vous faites dans ce sens. Parfait. Mais merci. Un peu de discernement pour ne pas affaiblir ceux qui sont des alliés objectifs. Voilà. D'accord, des alliés objectifs. Voilà. Un peu de discernement pour ne pas affaiblir ceux qui sont des alliés objectifs. Oui. Vraiment, merci pour cette phrase. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de personnes qui sont dans cette lutte-là. Là, je pense que vous avez résumé à peu naturel. Près votre... Je dirais plutôt allié naturel. Objectif, ça pourrait aussi être interprété. Convient, objectif aussi convient. Naturel aussi. Naturel aussi et objectif. Ouais. Moi, je pense que les deux conviennent parfaitement. Mais on va avancer un peu. C'est un débat qui est sans fin, mais on va avancer un peu. Mais on comprend votre position et on sait surtout que vous appelez le peuple à prendre ses responsabilités. Maintenant, moi, je voudrais, aborder avec vous quelques éléments en tant que financier. D'accord? Vous avez dû lire, je ne sais pas moi, dû voir les sorties récentes sur la dette du pays. Nous avons une dette à ce jour de plus de 4 000 milliards de francs CFA aujourd'hui. Et ça, c'était au mois de septembre. À fin septembre, on était à 4 069 milliards de francs CFA de dette. Les documents officiels sont là. Et nous avons ici sur ce panel, nous faisons une sorte de veille. Et nous avons vu que sur les marchés financiers, il y a eu 323 milliards de francs CFA de dettes qui se sont accumulés depuis le 1er janvier 2025. Voilà. Nous voulons savoir, vous qui êtes député, est-ce que, parce que votre rôle aussi c'est le contrôle de l'action de l'État, est-ce que vous êtes dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales pour suivre la gestion de cette dette et savoir au minimum qu'est-ce qui a été fait en 20 ans avec cette dette? Parce qu'il faut rappeler que quand le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, la dette du Togo était à un peu moins de 1000 milliards. Et qu'au bout de 20 ans de sa gouvernance, on a multiplié cette dette par 4. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on multipliait cette dette par 100%. Quoi. Donc aujourd'hui, on est passé de 1000 milliards il y a 20 ans à 4000 milliards. Donc on a multiplié la dette par 4. On n'a pas eu 4 fois plus d'universités, on n'a pas eu 4 fois plus d'hôpitaux, on n'a pas eu 4 fois plus de routes, on n'a pas eu 4 fois plus de laboratoires scientifiques, on n'a pas eu 4 fois plus d'écoles de formation professionnelle ou au métier industriel. Donc qu'est-ce qui peut expliquer l'aggravation de cette dette publique? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je voudrais ajouter au constat que vous avez fait, je voudrais vous rappeler qu'on est même passé par
l'initiative PPTE, hein, pays très pauvres, pays pauvres et très endettés, vous vous souvenez? Très endetté, Oui, exactement. mais Voilà, de la tout Banque ça, mondiale et FMI. ça n'a servi absolument à rien. Ça n'a pas empêché la dette de remonter très rapidement. Et les fonds qu'on était censés utiliser pour développer les pays, là, les pays qui bénéficient de cette initiative, comment ça nous a servi? À quoi ça nous a servi? C'est un problème que j'ai posé pendant l'analyse du budget 2025, là, au cours de la dernière session de l'année dernière. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons refusé de voter ce budget. On a voté contre le budget. Et si vous vous souvenez, on avait même organisé déjà une conférence de presse en début janvier où on a rendu compte de toute cette session budgétaire-là. On a souligné les anomalies. Je pense que notre problème, c'est l'opacité, c'est la mauvaise gestion, c'est la corruption. Oui, comme vous, j'ai constaté aussi que depuis janvier, mais on n'arrête pas de nous endetter encore. Et ce problème, cette question-là, je l'ai posée à Madame le Premier ministre quand elle est venue au Parlement chercher le quitus. Je lui avais dit, mais vous avez fait un bilan de la gestion, vous évoquez des perspectives très reluisantes. À vous entendre, c'est la même chose. Hein? Parce que quand vous les entendez parler, vous avez